Je suis très heureux d'accueillir le philosophe Bernard Berchely, qui est philosophe à Genève, Université de Genève, spécialiste, entre autres, des neurosciences, de la neuroéthique, qui est aussi membre du comité éthique de l'INSERM, et je le précise, sans trahir aucun secret, qu'il est aussi sportif non dopé. Il pratique énormément le cyclisme, et je crois de manière tout à fait naturelle entre la frontière française et helvétique, mais je n'en dirai pas plus. Merci beaucoup, c'est à toi. Merci Vincent et merci aux organisateurs pour l'invitation. Bon, quand j'ai entendu auparavant que le sportif, mais il a été deuxième au Tour de France, ce n'est pas mon cas, faisait 30 000 km par année, je me suis dit que j'ai une marge de progression. En ce qui me concerne, j'en fais dans les 7000 à peu près, dont je suis assez content personnellement, mais c'est vrai que moi, l'avantage du cyclisme, c'est qu'il n'y a pas besoin de se doper parce que, vu que mes performances diminuent quand même un peu, j'ai qu'à changer de vélo. Et la progression technologique fait que j'ai l'illusion d'être jeune, hein, contrairement à mon frère qui fait du jogging et qui se lamente chaque année de ses baisses de performance. Voilà. Mais aussi, dans le fond, pour faire un deuxième et dernier commentaire sur la conférence auparavant, c'est vrai que le sportif est un lieu où l'éthique peut être présente parce qu'on choisit librement et on s'y soumet librement, mais c'est vrai de toute profession. Quand personne ne vous oblige à devenir médecin, quand vous devenez médecin, vous êtes soumis à la déontologie médicale. Donc je pense qu'on peut être optimiste et penser que dans le domaine des professions, en tout cas, le niveau éthique, évidemment, à chaque fois, il y a des manquements, dès qu'il y a des règles, il y a des transgressions, mais est plus élevé que les pessimistes habituels pourraient nous le faire penser. Moi, je suis ici plutôt optimiste, mais justement, c'est l'occasion de faire la transition pour le transhumanisme. Dans le fond, vous voyez le titre de ma conférence, « Plus vite, plus haut, plus fort », ça c'est la devise olympique d'ailleurs. Pour aller où? L'idée, c'est que je vais donc vous présenter le transhumanisme dans ses relations avec l'humanisme et l'être humain augmenté. Et comme vous allez voir, dans le fond, il y a un air de famille entre les trois, peut-être plus que ce que d'autres auteurs ont souligné aujourd'hui. Mais c'est vrai que je ne m'appuierai pas sur les plus extravagants des transhumanistes, mais plutôt sur des transhumanistes un peu plus raisonnables. Enfin, voilà, c'est juste une pierre à apporter à l'édifice. Alors, je vais vous parler de 4 choses. D'abord, l'aspiration de l'être humain vers le meilleur, ça, ce n'est pas une nouveauté, et je vais l'illustrer par un certain nombre de citations et de positions. S'épanouir en tant qu'être humain, c'est quand même le but, comme on le verra, ou en tant que personne, ça c'est une des premières questions. On parle toujours de l'humanité de l'être humain, mais est-ce que c'est vraiment de ça dont il est question? Et en quoi est-ce que le fait d'avoir un certain nombre de chromosomes serait normatif au point de vue éthique? Dans le fond, nous avons évolué depuis d'autres formes de vie. Est-ce que véritablement la biologie est le lieu de la normativité? Certains le nient en tout cas, et pas seulement les transhumanistes. Et ensuite, comme il s'agit de s'épanouir, comme vous allez le voir, qu'est-ce que ça veut dire être heureux? Et là, je vais plus poser de questions que j'y répondrai. Et puis, j'ai illustré cela parce qu'auparavant, juste dans la... C'est-à-dire, il n'y a pas de... J'avais déjà prévu avant, mais ça se trouve bien. Dans la conférence précédente, l'une des personnes a dit, mais qu'en est-il de l'amélioration morale? Justement, c'est un sujet. Les transhumanistes s'occupent aussi de l'amélioration morale de l'être humain. Et sans aller jusqu'au transhumanisme, je tâcherai de vous montrer qu'on a déjà un certain nombre de données liées à des substances pharmacologiques qui, semble-t-il, améliorent les décisions morales. On va voir ce que ça veut dire. Bien, concernant l'aspiration vers le meilleur, je vais commencer par 3 citations d'auteurs plus ou moins classiques. La première est une de Voltaire. « Malgré l'opiniâtreté, dit-il, des hommes à louer l'antique aux dépens du moderne, il faut avouer qu'en tout genre, les premiers essais sont toujours grossiers. » Nous progressons. Et nous sommes heureux de progresser. Alphonse Allais, qui est un pharmacien, donc paramédical, si on peut dire, mais qui est surtout connu comme humoriste. Voilà une phrase que, dans le fond, dans une ville où il y a beaucoup de théologiens, à mon avis, vaut la peine d'être appelée. « L'homme est imparfait, mais ce n'est pas étonnant quand on pense à l'époque où il a été créé. » Et enfin, là, c'est moins de l'humour, mais de William Safire, qui était un des journalistes du New York Times, celui qui a remis en vigueur le mot neuroéthique en 2002. Voilà ce qu'il disait. Il est malheureusement décédé depuis. « Supposez que nous puissions développer un médicament qui nous rende moins timides, plus honnêtes ou intellectuellement plus séduisants, avec un bon sens de l'humour. Qu'est-ce qui nous empêcherait d'utiliser un tel botox pour le cerveau ?»
Et si vous-même, vous ne voulez pas le prendre, demandez à votre conjoint ce qu'il en pense. Voilà. Bien, comme vous le voyez, il y a une sorte être mieux, être meilleur, c'est quelque chose qui est plutôt sympathique et dans le fond qui nous habite depuis longtemps. Et c'est la même chose dans la santé et dans le sport aussi. Bon, ça a déjà été cité hier, notamment dans la conférence de hier soir, la définition de l'OMS qui nous dit que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Et d'un autre côté, la devise olympique, il a été question de dopage sportif. On parle parfois de conduite dopante dans notre société. Oui, s'il faut aller plus haut, plus vite, plus haut et plus fort, et que des substances ou des dispositifs le permettent, est-ce qu'il y a vraiment un problème? Moi, je ne vais pas reposer la question. Juste pour vous mentionner, puisque je fais du vélo, quand le dérailleur a été inventé, il était interdit d'abord, parce que c'était trop facile de changer de vitesse. Donc vous voyez, les dispositifs techniques aussi sont acceptés ou pas acceptés selon des critères qui ne sont pas toujours transparents. Bien, nous voulons faire plus, aller plus, mais pour aller où? Et Freud a rappelé ceci dans un texte un petit peu prémonitoire par rapport au transhumanisme. L'homme, dit-il, est devenu, pour ainsi dire, une sorte de dieu prothétique. Les prothèses, à l'époque, ce n'était pas les prothèses qu'on a maintenant en plus, hein. Dieu, certes admirable, s'il revêt tous ses organes auxiliaires, mais ceux-ci n'ont pas poussé avec lui et lui donnent souvent bien du mal. L'avenir lointain, excusez-moi, je vais augmenter la luminosité, je l'avais baissée et j'ai de la peine à lire le texte. Voilà. L'avenir lointain nous apportera dans ce domaine de la civilisation des progrès nouveaux et considérables, vraisemblablement d'une importance impossible à prévoir. Ils accentueront toujours plus les traits divins de l'homme. Et vous voyez, on reproche parfois aux transhumanistes de vouloir jouer à Dieu, playing God, c'est les Américains, surtout les bioconservateurs qui s'expriment ainsi. Mais il ajoute, nous ne voulons toutefois point oublier que pour semblable qu'il soit à un Dieu, l'homme d'aujourd'hui ne se sent pas heureux. Donc l'idée que Freud développe, c'est que le but de l'homme, pour aller où, c'était la question que je posais, c'est pour être heureux. C'est notre but dans la vie. Quoi qu'on mette sous ce terme, c'est encore une autre histoire. Et que le plus nous rend plus performants, nous rend meilleurs dans toutes sortes de domaines, mais semble-t-il, continue à ne pas nous satisfaire, puisque nous sommes, en tout cas, c'était comme ça au début du XXe siècle, nous sommes encore malheureux. Ceci, alors justement, je vais sauter immédiatement aux transhumanistes et aux transhumanistes raisonnables, comme Nick Bostrom. Bien, les transhumanistes aimeraient aussi y remédier. Voilà ce que nous dit Bostrom. En citant un de ses collègues, David Pearce prévoit une ère post-darwinienne au cours de laquelle toutes les expériences déplaisantes seront remplacées par différents niveaux de bien-être, se situant bien au-delà des frontières de l'expérience humaine normale. Lorsque les modificateurs de l'humeur seront plus sécuritaires et sans effets secondaires, et que les thérapies hygiéniques existeront, l'ingénierie d'un paradis de l'esprit deviendra une possibilité réalisable. Ce que nous dit Bostrom, alors il est tout à fait au courant que ce n'est pas les antidépresseurs et les anxiolytiques actuels qui vont pouvoir remplir ce programme, mais il pense que quand on connaîtra beaucoup mieux le fonctionnement du cerveau humain, et on progresse à grands pas, quand on connaîtra beaucoup mieux la génétique, on sera à même d'utiliser des substances ou de programmer l'être humain de telle manière que, dans le fond, en tout cas, le bien-être subjectif pourra être réalisé, et même dans des proportions que nous ne pouvons pas actuellement imaginer, parce qu'elles sont au-delà des possibilités de l'être humain, et ça, c'est justement un problème sur lequel j'aimerais revenir. Donc, le transhumanisme nous promet de résoudre le problème de l'être humain, qui est le fait que nous ne sommes pas heureux, épanouis, et il promet de le faire longtemps. Vous connaissez tous, mais je vous le rappelle, ce que disait Aubrey de Grey. Je crois, dit-il, que la première personne qui atteindra 1000 ans est aujourd'hui sexagénaire. C'est peut-être moi, puisqu'il s'agit de mon cas. Ces propos ne sont pas d'un charlatan, c'est le commentaire du journalisme d'un chercheur britannique du département de génétique de l'université de Cambridge. C'est pas, contrairement à ce que pourrait laisser penser sa barbe, c'est pas un farfelu complet. Aubrey de Grey est un ingénieur informaticien. Et dans le fond, son hypothèse, alors il faudra voir si elle se réalise ou pas, c'est que la médecine va faire des progrès analogues à ceux de l'informatique pendant le XXe siècle. Donc tous les 20 ans, il va y avoir des découvertes nouvelles qui vont nous permettre de gagner 25 ans de vie.
Et de 20 ans en 20 ans, de 25 ans en 25 ans, nous arriverons, pense-t-il, si loin. Je vous rappelle qu'on a gagné 30 ans d'espérance de vie pendant le XXe siècle, alors 15 pour la santé des adultes, et puis 30 si on tient compte de la mortalité infantile, que personne ne s'en plaint, à part peut-être ceux qui doivent planifier les retraites. Mais ça, c'est un autre problème. Nous sommes très heureux de vivre plus longtemps en bonne santé. Je peux faire encore du vélo. Il y a un siècle, je serais probablement au cimetière local, puisque j'ai dépassé déjà l'espérance de vie de l'époque. Bien, mais voyez, le transhumanisme en est conscient. Pour pouvoir réaliser ces deux aspirations profondes de l'être humain, vivre plus longtemps et vivre heureux, bien, il va falloir changer la nature humaine. C'est à cela qu'on arrive parfois. Et c'est ce que dit encore Bostrom. Le transhumanisme a acquis ses assises en établissant une façon de penser qui met au défi la prémisse suivante. La nature humaine est et devrait rester essentiellement inaltérable. En éliminant ce blocage mental, il nous est permis de voir un monde extraordinaire de possibilités. De manière générale, l'avenir face à l'éclairage du présent peut paraître très sombre, mais en fait, il pourrait être tout aussi merveilleux. Voilà, disons, la promesse transhumaniste. Alors, ça nous apparaît peut-être à beaucoup nouveau, ou en tout cas dans son côté utopique et non pas dystopique, parce qu'on a parlé du meilleur des mondes, etc. Mais ce n'est pas du tout vrai. Voici ce qu'en 1935, Hermann Müller, prix Nobel de biologie, disait. Nous voyons l'histoire de la vie divisée en 3 grandes périodes. Dans la longue phase préparatoire, on trouve une créature sans pouvoir sur son environnement, que la sélection naturelle amène peu à peu à l'état humain. Dans la seconde courte phase de transition qui est la nôtre, l'homme modifie son environnement immédiat afin de satisfaire ses désirs. Et dans la longue troisième période, il percevra tous les secrets de sa propre nature et se transformera en une créature sublime, en un être par rapport auquel les divinités mythiques du passé paraîtront de plus en plus ridicules. Voilà ce qu'il dit en 1935. Bon, il est vrai qu'ensuite il émigre aux États-Unis, il était allemand, et bien entendu, ces fantasmes, appelons-les quand même comme ça, d'amélioration, ont subi un coup dramatique d'arrêt, comme vous le savez, à cause de la Seconde Guerre. Mais on trouve déjà des textes de personnes sérieuses, n'est-ce pas, qui vont dans cette direction-là. Et le transhumanisme, dans le fond, n'est que l'héritier de ces espoirs. Alors, quelques distinctions peut-être qu'il est bon d'amener. D'abord, il y a ce qu'on appelle le mouvement de l'augmentation, l'amélioration, en anglais enhancement, ça veut dire rehaussement, qui aimerait améliorer des capacités existantes. Alors, c'est le cas du dopage, c'est le cas de différentes substances qu'on peut prendre, de stimulation transcrânienne, etc. Mais qui, de mon point de vue, ça participe à la même aspiration à être toujours plus, à être mieux, pour, in fine, arriver au bonheur en satisfaisant toutes nos aspirations. Le transhumanisme est un passage à la limite, simplement, puisqu'il pense aussi parler de créer de nouvelles capacités. C'est pas ça, à mon avis, le plus intéressant. Voir la nuit, somme toute, moi j'aime bien dormir la nuit correctement, mais peut-être pour certains ça les intéresse. Changer la nature humaine, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une des questions qu'on aura posées. Et créer un est post-humain, là aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Mais, nous dit Bostrom, c'est le petit texte que j'ai laissé en anglais là-dessous, ça ne devrait pas choquer beaucoup, notamment les chrétiens. Si les chrétiens affirment l'avènement de notre perfection, certes, post-mortem, il suffit de le faire avant de mourir. Évidemment, c'est un peu plus difficile, en tout cas. Nous ne sommes pas des êtres tout-puissants, mais c'est un peu... Il y a d'ailleurs de temps en temps des remarques un peu ironiques des transhumanistes concernant la religion chrétienne. Je me souviens d'un transhumaniste qui disait « Mais la Bible nous enjoint d'être transhumanistes. Soyez parfaits comme votre Père du ciel est parfait. » Voilà, et il y a d'autres citations que l'on peut faire. Bien, ce que vous avez peut-être déjà remarqué, mais je crois ce qui apparaît à partir de ces premières réflexions, c'est que dans le fond, dans le transhumanisme, on a deux modèles en tension. Un modèle que j'ai appelé, je vous dirai pourquoi, aristotélicien et hobbesien, du nom de 2 philosophes célèbres. Le modèle aristotélicien consiste à dire que le but de l'être humain, c'est de réaliser sa nature, et donc le but est donné. Et voilà, et Bostrom parfois s'exprime ainsi. Le défi qui vous attend, dit-il, devenir pleinement ce que vous n'êtes à présent qu'en espoir et en potentiel. Le transhumanisme, c'est simplement réaliser tout le potentiel humain. Donc le but est fixé, c'est la perfection humaine, mais au sens humain habituel du terme, et le transhumanisme veut réaliser cela. C'est le modèle aristotélicien, parce qu'Aristote définit la nature humaine en termes de buts que nous poursuivons naturellement. Mais les buts sont donnés.
c'est la sagesse, etc., etc. Pour les transhumanistes, ça va évidemment un peu plus loin. Puis il y a un modèle hobbesien qui nous dit que la nature, ce n'est pas un but, la nature, c'est le point où nous sommes, c'est l'homme naturel au sens où nous sommes maintenant, et nous sommes capables d'une perfectibilité indéfinie, c'est Condorcet qui le dira, donc le but n'est pas fixé. Le but est en avant, et nous ne savons pas quelles sont nos limites, et nous ne savons même pas s'il y a des limites. Et c'est ce que dit Bostrom aussi. Aussitôt qu'une créature velue ramassa 2 silex et commença à les frapper l'un contre l'autre pour en faire un outil, ce fut la direction de votre aspiration inconnue. Nous ne connaissons pas le but et donc nous pouvons aller indéfiniment de l'avant. Et il y a une tension dans le transhumanisme entre ces deux visions des choses, même parfois chez le même auteur, comme chez Bostrom, où il s'agit d'une part de réaliser les potentialités humaines et d'autre part d'aller dans une espèce d'au-delà dont les limites ne sont pas fixées. Et on le trouve même dans la discussion sur la médecine. Hier soir, Jean-François Mattei vous a, après avoir essayé de justement montrer aussi qu'il y avait un parallèle entre l'humanisme et le post-humanisme, a dit, mais attention, la médecine n'a rien à voir avec l'humanisme, mais pas avec le transhumanisme. C'est vrai, d'une certaine manière. Alors peut-être qu'il faudrait changer la définition de la médecine, c'est un autre problème, mais on trouve ce débat, d'une part, entre beaucoup de médecins qui disent que la médecine a pour but de restaurer la santé, c'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement humain anormal, et la médecine a pour but de ramener cette anormalité au fonctionnement normal. Mais d'un autre côté, il se développe aussi une médecine du désir, où on se dit, mais le fonctionnement normal, d'abord, il est extrêmement large, hein. Mais en plus de ça, on pourrait aussi viser un fonctionnement amélioré, et la médecine, comme le rappelait aussi Jean-François Mattei, a déjà visé dans certains domaines un fonctionnement amélioré. Le cas des vaccinations est évidemment paradigmatique, hein. Nous avons amélioré le système immunitaire de l'être humain, même si actuellement certains êtres humains s'y opposent. Et ce fonctionnement amélioré, on ne sait pas, il n'y a pas de but. Oui, donc d'une part, la médecine peut travailler avec une limite fixée, c'est la santé ou la pleine santé, mais la médecine pourrait aussi travailler avec une limite qui n'est pas fixe et qui dépendra en fait des progrès de la technologie. Voilà un petit peu un premier panorama que je voulais vous faire en montrant que dans le fond, le programme post-humaniste, dans le fond, était en phase avec les aspirations humaines de toujours, et on pourrait citer énormément d'auteurs qui vont dans le même sens. Mais le but, donc, il ne faut pas le perdre de vue pour aller où? C'est pour aller vers le bonheur. Le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est la réalisation harmonieuse des aspirations humaines, enfin, on peut donner différentes définitions, mais cela pose donc deux questions. Premièrement, que signifie humain ou être humain? Et deuxièmement, que signifie être heureux? Et j'aimerais donner quelques éléments de réflexion sur ces deux questions. D'abord, comme on l'a vu, pour la question « Qu'est-ce que ça signifie être humain ?» c'est le premier point. C'est le premier point. Vous voyez qu'il a introduit le concept de personne, je vais définir ça après. Comme je vous l'ai déjà dit, on trouve chez Bostrom une sorte de paradoxe dans les manières de s'exprimer, puisqu'il dit que la vie humaine a son meilleur et fantastique. Je vous demande de créer quelque chose d'encore plus grand, une vie qui soit vraiment humaine. Il oppose l'humain au vraiment humain, mais on reste dans l'humain. Et dans la deuxième définition, il dit qu'enfin on pourrait définir post-humain comme signifiant humain pleinement réalisé. Voyez. Donc il y a sorte de paradoxe, et on se rend compte que les expressions ne sont pas toujours très très claires sur cette question. Et il y a toute une tradition philosophique qui peut précéder, qu'on peut considérer comme précédant cette manière de voir, qui considère que dans le fond, la nature humaine n'est pas fixée. L'être humain n'a pas de nature fixée, l'être humain a à se créer lui-même. Et le premier, là aussi Jean-François Mattei, il avait signalé hier soir, c'est pendant la Renaissance, Pic de la Mirandole, qui fait parler Dieu ainsi, Dieu s'adresse à l'être humain, doté pour ainsi dire du pouvoir arbitral et honorifique de te modeler et de te façonner toi-même, tu te donnes la forme qui aurait eu ta préférence. Parce que l'être humain a une place très particulière dans l'échelle des êtres. C'est un être qui est à la fois, comme vous le voyez sur le petit schéma, à la fois spirituel et à la fois matériel, et c'est le seul être qui a cette double nature, si j'ose employer le terme. Et ce double nature fait que l'être humain n'a justement pas de nature déterminée, et c'est intéressant de voir que dans la suite du texte, Pic de la Mirandole dit que l'être humain peut déchoir au niveau des animaux ou monter au niveau des anges et des dieux.
Donc vous voyez cette idée-là, que dans le fond, l'avenir, ou que même l'être humain est façonnable, si j'ose dire, à merci, que l'avenir est ouvert, est une idée que l'on trouve notamment à la Renaissance chez des penseurs qui, par ailleurs, se réclament du christianisme. Et c'est une idée que l'on découvre, l'idée que l'être humain a à prendre en charge son destin et même sa nature, est une idée qu'on retrouve chez les transhumanistes, mais pas seulement. Je vais vous citer au XXe siècle un petit texte qui introduit le concept qui m'intéresse, de Hugo Tristram Engelhardt, qui est un des pères de la bioéthique contemporaine, et qui, en 1986, publie son bouquin « The Foundations of Bioethics », et qui a été traduit en français d'ailleurs il y a quelques années, qui dit ceci. C'est donc un médecin en même temps et un bioéthicien américain très en vue. Dans le futur, notre capacité à manipuler la nature humaine afin qu'elle se conforme au but choisi par les personnes va augmenter. C'est nous qui fixons les buts. Au fur et à mesure que nous développerons nos capacités dans le génie génétique, non seulement au niveau des cellules somatiques, mais aussi à celui des cellules germinales, nous deviendrons capables de former et de façonner notre nature humaine à l'image et à la ressemblance des buts choisis par les personnes. C'est un excellent théologien par ailleurs aussi, il s'est converti à l'orthodoxie traditionnaliste. Il écrit quand même ça. À la fin, cela peut signifier un changement si radical que nos descendants pourraient être considérés par les taxonomistes du futur comme les membres d'une nouvelle espèce. S'il n'y a rien de sacré concernant la nature humaine, et c'est ça qui est important, il n'y a pas de raison qui nous empêcherait de la changer radicalement si on fait suffisamment attention. Ce sont les personnes qui sont la mesure de toute chose, car il n'y a que les personnes qui peuvent mesurer. Ce que nous dit Engelhardt, c'est ceci. La nature humaine est un donné, mais n'a aucune force normative. Ce qui décide du bien et du mal, ce sont les personnes, c'est-à-dire les êtres doués de raison. Nous sommes des personnes, effectivement. Les anges et Dieu sont des personnes, c'est ce que disait un philosophe du 5e siècle qui s'appelait Boès. Et il n'y a pas d'ordre naturel qui s'impose à nous, c'est nous qui devons imposer notre ordre, j'ose plus dire humain, personnel, y compris à la nature humaine, si nous le désirons. Donc la seule instance pour Engelhardt normative qui existe, c'est, alors je dirais l'être humain, mais dans un sens évidemment bien précis, pas l'être humain qui a une nature qui serait déterminée biologiquement, l'être humain qui est un être doué de raison et qui fixe lui-même ses propres buts. Et cette idée-là, que ce qui compte dans l'être humain, ce n'est pas sa biologie, mais c'est le fait qu'il est doué de raison et qu'il est une personne, c'est une idée absolument traditionnelle. Je vous cite 3 auteurs qui ont insisté là-dessus, des auteurs du passé. Saint Thomas d'Aquin, pour commencer, disant que le particulier et l'individu se vérifient d'une manière encore plus spéciale et parfaite dans les substances raisonnables qui ont la maîtrise de leurs actes. Elles ne sont pas simplement agies comme les autres, elles agissent par elles-mêmes. De là vient que parmi les autres substances, les individus de nature raisonnable ont un nom spécial, celui de personnes. Les personnes sont des individus doués de raison, il dit raisonnable, mais c'est le mot latin qui est difficile à traduire, doués de raison, et ces êtres-là sont des êtres moralement responsables qui ne sont pas soumis, qui ne sont pas agis, qui ne sont pas soumis aux lois de la nature, en tout cas de la nature biologique, mais qui, d'une certaine manière, ont une sorte, on pourrait presque dire, même si c'est un peu anachronique, d'autonomie. John Locke, XVIIe siècle, le père du libéralisme politique, c'est-à-dire des droits de l'homme. Il faut voir ce qu'emporte le mot de personne, c'est à ce que je crois un être pensant et intelligent, capable de raison et de réflexion, et qui se peut consulter soi-même comme le même, comme une même chose qui pense en différents temps, en différents lieux et en différents temps. Donc une personne, c'est un être doué de raison qui a une identité personnelle forte. Et enfin, Emmanuel Kant, on pourrait presque appeler le père de la dignité humaine, puisqu'il en a énormément parlé et qu'il a influencé les textes contemporains. Avoir conscience de soi, ce pouvoir élève l'homme infiniment au-dessus de tous les autres êtres vivants sur la Terre. Par là, il est une personne, c'est-à-dire un être entièrement différent par le rang et la dignité de choses comme le sont les animaux sans raison, dont on peut disposer à sa guise. Kant reprend ici la distinction du droit romain, le monde est divisé en choses et en personnes. Les personnes sont des êtres doués de raison, il se trouve que les êtres humains sont des personnes, mais c'est, on pourrait dire, pratiquement accidentel. Le fait d'avoir une nature biologique n'a aucune fonction normative. Ce qui compte, c'est les aspirations des personnes, et comme on l'a vu, une aspiration, c'est d'aller toujours vers le mieux et vers le bonheur. Alors, c'est quoi ce bonheur vers lequel les personnes tendent tout de même ? Que signifie être heureux ? Alors,
On avait noté depuis longtemps que, et Aristote l'avait souligné, que malheureusement, quand on dit, tout le monde est d'accord sur le fait qu'on désire être heureux, mais quand on demande de donner un contenu à ce concept, plus personne n'est d'accord. Et en général, on définit le bonheur en fonction de la vie qu'on mène, comme il le dit vers la fin du texte. Les uns identifient le bonheur à quelque chose d'apparent et de visible comme le plaisir, la richesse ou l'honneur. Pour les uns, c'est une chose, pour les autres, une autre. Souvent, le même homme change d'avis à son sujet. Malade, il place le bonheur dans la santé et pauvre dans la richesse. Alors bon, c'est bien gentil de nous dire l'être humain peut tendre vers, peut aspirer à une sorte de perfection, une sorte de bonheur, mais si on ne sait pas ce que c'est, ça ne nous avancera pas beaucoup. On pourrait dire, ce serait, dans le fond, une manière individualiste de répondre. Chacun est maître, libre et maître de décider ce qu'il entend qui est le bonheur, et effectivement, c'est une position qu'on voit souvent soulignée. Mais ce qu'on remarque quand même, si on regarde alors des études de psychologie plus récentes, c'est que quand on demande aux gens, dans le fond, essayer de voir quels sont leurs désirs et leurs aspirations, l'idée d'être plus ou d'être mieux est extrêmement fréquente. Voilà une étude qui a été faite auprès de 1000 personnes et qui a dit que 87% d'entre eux seraient d'accord d'utiliser une stimulation de leur cerveau peu invasive pour améliorer leur capacité intellectuelle ou leur performance au travail ou à l'école. Alors bien sûr, ça, il s'agit d'une petite performance, hein, mais l'école joue un rôle important dans l'épanouissement humain, l'éducation, et dans le fond, 87% des gens, bon, sont des Américains, vous me direz, mais enfin, en Europe, même si les chiffres sont du dopage dans les écoles sont plus bas, ils tendent quand même au bout d'un certain nombre d'années, à s'identifier au modèle américain. Mais c'est une petite chose, mais ce n'est pas la seule. Voilà une autre étude qui a été faite par un neurologue américain. Si vous avez la possibilité de donner à votre enfant un médicament qui lui fasse courir peu de risques, 1 heure avant ses leçons de piano, et que par là il devienne un excellent musicien, le feriez-vous? Parce qu'on peut vouloir s'améliorer nous, mais par rapport à nos enfants, eh bien là vous voyez que c'est moitié-moitié. Donc la moitié des gens seraient d'accord. D'ailleurs, c'est une petite anecdote, mais auparavant, quand on parlait du dopage sportif, on a oublié une catégorie, sont les entraîneurs. Et eux, je vous assure qu'ils sont intéressés à tout ce qui peut améliorer les performances. Bien, bon, alors voilà, ça c'est deux réponses, mais voilà maintenant une petite histoire pour tester vos intuitions. Imaginez un médicament que les neurochirurgiens pourraient prendre pour réduire le tremblement naturel de leurs mains et augmenter leur capacité à se concentrer. Ce médicament hypothétique n'aurait pas ou peut seulement peu d'effets secondaires. De nombreuses études auraient montré que les neurochirurgiens qui prennent ce médicament avant une opération ont de meilleurs résultats. Moins d'erreurs de chirurgie, un taux de morbidité et de mortalité moindre chez leurs patients. Serait-il immoral pour un neurochirurgien de prendre ce médicament parce qu'il constitue une amélioration ? Supposons que quelqu'un que nous aimons ait besoin d'une opération du cerveau et que 2 neurochirurgiens soient disponibles. Si l'un disait « Bien sûr, je prends ce médicament parce qu'il aide mes patients » et que l'autre réplique « Non seulement je ne prends pas ce médicament, mais j'utilise aussi des instruments du 19e siècle parce qu'ils me permettent de mieux déployer ma virtuosité technique. » Quel chirurgien choisirions-nous? Et laissez tomber les instruments du 19e, pas. La question est posée. De la même manière, on a parlé des robots qui prenaient des décisions aujourd'hui. Et on a une étude à montrer, comme on vous l'a rappelé, que si vous êtes un prévenu et vous êtes jugé avant le repas ou après le repas, ça va changer votre peine. Mais si vous êtes le prévenu, vous préférez être jugé par un juge avant le repas ou par une machine? Probablement, vous préférez la machine, puisqu'elle est, de certaine manière, objective. Donc, de certaine manière, l'être humain est relativement, connaît des faiblesses. Si on peut les pallier, où est le problème? Pensez aussi, bien sûr, aux pilotes d'avion, c'est une des professions qui est souvent mentionnée, où les défaillances ne sont pas véritablement ce qu'il faut désirer. Bien, donc, il y a non seulement, on est facilement poussé à faire mieux, mais il semblerait que ça soit tout à fait conforme aux aspirations profondes de l'être humain que de faire toujours mieux pour soi-même et pour les autres. Alors là, j'ai pris des exemples de petits domaines, mais bon, on pourrait faire des tests dans beaucoup d'autres domaines pour montrer qu'effectivement, toujours plus loin, plus haut, plus vite, fait partie, dans le fond, de ce que l'on considère qu'une vie mieux réussie, d'une certaine manière. Mais comme souvent, et là c'est bon de le souligner, il n'y a pas de free lunch comme disent les anglo-saxons, et le verre est parfois dans le fruit. Et déjà, on se rend compte que cette aspiration qui semble quasiment
universelle et non problématique, nous pose déjà des problèmes. Voilà ce que souligne Anjan Chatterjee, qui est un neurologue. L'utilité d'être plus fort et plus intelligent, d'avoir moins besoin de sommeil, d'apprendre plus rapidement et de ne pas être gêné par les traumas psychiques est très claire dans l'environnement économique ultra compétitif que nous connaissons. Les travailleurs plus âgés risquent d'être remplacés par les plus jeunes, vu qu'ils sont moins capables d'apprendre et de s'adapter à un environnement technologique qui change rapidement. Bon, là, c'est même plus de l'amélioration, c'est juste maintenir son niveau. Et c'est déjà avec nous, puisque, en tout cas, bon, moi, je connais un peu la situation en Suisse, mais en France, il n'y a aucune raison qu'elle soit différente. Le groupe qui s'appelle Suisse Addiction, donc qui cherche à lutter contre les addictions, organise régulièrement des forums sur les conduites dopantes au travail. De plus en plus d'employés prennent des médicaments juste pour être au niveau. Et les traders étaient des grands consommateurs, évidemment. Mais, et d'une certaine manière, bon, qui n'a pas donné à ses enfants, la veille du bac, un peu de ginseng, ou lui a dit « prends une tasse de café avant l'examen », ou s'il était un peu timide, un petit verre d'eau de vie, mais pas trop, juste de quoi te désinhiber un peu. En tout cas, moi, je l'ai fait, mais bon. Mais c'est exactement la même logique. Hein. Vous voulez que votre enfant ou vous-même réussisse, vous prenez des moyens qui sont plus ou moins efficaces. Simplement, les moyens étaient inefficaces auparavant. Pensez à la Beat Generation dont j'ai fait partie. Le nombre de substances plus ou moins licites que l'on prenait pour s'ouvrir à des pans de réalité nouvelles, addictives ou non addictives, peu importe. Certains disaient on a tout fumé, même la moquette. Eh bien, c'était fréquent. Sartre a écrit L'être et le néant sous amphétamine. Baudelaire a écrit en prenant du hashish. On peut multiplier à l'infini l'usage des substances psychostimulantes qui ont été utilisées, et parfois avec des résultats, mais qui ne nous posent aucun problème. Mais, comme vous le voyez, il y a un ver dans le fruit, c'est quoi? La pression sociale. Si tout le monde veut être toujours le meilleur, et il y aura des laissés pour compter, ça a été souligné plusieurs fois dans ces journées ici, et ça donne une situation un petit peu paradoxale. Enfin, le transhumanisme n'est que le dernier avatar d'une aspiration humaine normale et profonde, mais même sans aller jusqu'au transhumanisme, dont on fait parfois un épouvantail parce qu'on a de la peine à l'imaginer, les pratiques actuelles, des pratiques qui vont déjà dans le sens d'être mieux, nous posent déjà des problèmes qui sont difficiles à résoudre. Alors, les transhumanistes le savent. Ils pensent que le saut transhumaniste permettra de résoudre ceci aussi, puisqu'on sera tous boostés. Il n'y a pas l'idée chez la plupart des transhumanistes d'une division à la Huxley de la société. Ils pensent que tout le monde devrait pouvoir en bénéficier. Et donc, ça résoudrait évidemment ce type de problème. Mais dans Huxley aussi, il suffisait de prendre du soma, et puis tout ça allait beaucoup mieux. Bien, et Neil Levy, qui est un neuroéthicien australien anglo-saxon, pense qu'en définitive, peut-être le problème, ce n'est pas l'être humain qu'on améliore ou pas, mais c'est notre environnement qui est toxique. Et voilà ce qu'il dit. Les conditions sociales dans lesquelles nous vivons, l'aliénation et l'anonymité des grandes cités, l'insécurité causée par la globalisation et les changements d'emploi, la menace de nouvelles maladies, les tensions politiques, etc., sont incompatibles avec une vie épanouie, une vie réussie, avec le bonheur. Plutôt que de nous médicaliser nous-mêmes pour résoudre les problèmes de notre environnement, nous devrions essayer de le changer. Vaste programme aussi, bien sûr. Je viens de vous parler de la Beat Generation. 68, c'était le grand espoir. On ne peut pas dire, bon, on a changé des choses, mais voilà, c'est ça. Bien, vous voyez, donc, avant de parler un petit peu d'amélioration morale, vous voyez que ce que je voulais montrer jusqu'ici, c'est qu'il y a une continuité entre l'humanisme et le transhumanisme, et donc, d'une certaine manière, c'est pas surprenant qu'on retrouve nos aspirations dans les aspirations transhumanistes, alors bien sûr avec un certain nombre d'affirmations un peu abracadabrantes, il faut le reconnaître, mais même si on va pas, si dans le fond, il faut faire attention que l'épouvantail transhumaniste ne nous cache pas la réalité de l'humain amélioré et augmenté qu'on connaît déjà et qui se heurte dans nos sociétés avancées à des problèmes non négligeables et qui pourrait, déjà, il n'y a pas besoin de penser à Huxley ou quoi que ce soit, nous faire déboucher dans des sociétés à plusieurs vitesses ou à deux vitesses, avec des nantis et des laissés pour compte. Et le débat est déjà avec nous, ce n'est pas un débat pour l'avenir. Alors, quelle en est la solution? C'est notre histoire. Est-ce qu'il faut améliorer tout le monde ou est-ce qu'il faut au contraire empêcher l'amélioration? Là, chacun va avoir de sa recette en fonction
de la manière dont il conçoit le rôle de l'État, mais dans une société ouverte comme que nous connaissons, je pense qu'il est un petit peu illusoire de vouloir interdire. Anjan Chatterjee, dont je vous ai déjà parlé, a fait une étude très intéressante. Il a comparé les réactions sociales à la chirurgie esthétique il y a une trentaine d'années et à ce qu'il appelle la neurologie cosmétique actuelle. C'est exactement les mêmes arguments, exactement les mêmes. Et le premier, la chirurgie esthétique, est passé dans les mœurs sans difficulté. Qu'en sera-t-il du second? On verra. Mais je ne veux pas répondre ici. Mais vous voyez qu'un des problèmes, on pourrait dire, que l'on rencontre, et je vais utiliser les quelques minutes encore juste pour vous introduire le sujet, parce qu'évidemment, ça pourrait demander beaucoup de développement, mais c'est assez intéressant. Mais c'est aussi quelque chose qui est déjà avec nous. Les transhumanistes sont tous d'accord. Au fond, bon, l'être humain n'est pas très bon du point de vue de ses performances physiques, de ses performances cognitives, de ses performances, mais on ne peut plus vraiment parler de l'humeur, c'est-à-dire qu'on est souvent, on peut être dans une humeur déprimée, il faudrait pouvoir booster un peu l'humeur, mais du point de vue moral, c'est loin d'être optimal aussi. Et l'idée des transhumanistes notamment, et pas seulement d'eux, c'est qu'on pourrait essayer d'améliorer l'être humain aussi sur le plan moral. Alors on le fait, on essaie depuis longtemps, ça s'appelle l'éducation, etc. Mais vous voyez, bon, ça a réussi, ça marche plus ou moins. Les personnes qui ont un peu mon âge, et je vois que je suis, Dieu merci, pas le seul dans la salle, seront sans doute, puisque ce sont des gens responsables, essayent depuis plus de 60 ans, une soixantaine d'années, ils n'ont peut-être pas les premières années de leur vie, de s'améliorer moralement, avec un résultat qui parfois nous satisfait, mais pas toujours notre conjoint. Comme toujours, les conjoints sont redoutables. Mais là, on sait, les neuropsychologues l'ont aussi montré, contrairement à ce qu'on croit, on est très mauvais juge de soi-même. Par contre, il faut donc toujours demander à des extérieurs bienveillants, si possible quand même, ce qu'ils pensent de nous. Voilà, mais on pourrait essayer d'améliorer, enfin, un certain nombre et on essaie déjà d'améliorer certains comportements moraux, par exemple chez les gens qui sont très agressifs, etc. Il y a toute une série de choses qui sont faites. On essaie de traiter les criminels. Alors, ce sont des criminels, évidemment, il ne s'agit pas de moralité au sens propre du terme, mais nous sommes tous, je pense que si nous sommes un peu lucides, nous avons tous des parties de notre personnalité qu'on aimerait changer et on n'y arrive pas. Hein. Il y a des gens, notamment, c'est l'exemple qui est souvent pris parce qu'il est simple, des gens qui ont spontanément une sorte de pulsion raciste qu'ils condamnent moralement et à laquelle ils aimeraient ne pas succomber. Mais c'est plus fort qu'eux d'une certaine manière. Hein. Et là, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de substances étaient capables de moduler nos émotions morales. L'idée, alors, dominante dans ce courant, c'est que notre vie morale est d'abord, s'appuie sur des émotions. C'est pas des kantiens, ils ne pensent pas que la vie humaine est d'abord une question de rationalité, c'est d'abord des émotions. Et certes, les émotions, on peut les moduler, alors on peut les moduler par l'effort, on peut les moduler par différents exercices, mais on peut aussi les moduler, aussi par des techniques que vous connaissez peut-être, comme le neurofeedback, qui sont des techniques qu'on ne connaît encore pas très très bien, mais qui permettent de maîtriser des affects par des jeux vidéo. Mais on peut aussi le faire par un certain nombre de substances. Et on a déjà quelques études qui donnent des résultats. Par exemple, l'ocytocine, qui est une très vieille molécule, ce n'est pas des médecins que je vais l'apprendre, hein, l'ocytocine permet d'augmenter l'aversion que l'on éprouve à faire du tort à autrui. Mais par exemple, quand on met les gens dans cette situation-là, vous la connaissez peut-être, c'est ce qu'on appelle le dilemme du wagon fou. Imaginez qu'il y a un wagon qui dévale une pente sur un rail, il y a 5 ouvriers plus bas, ils vont être écrasés, on ne peut pas les prévenir, mais il y a un aiguillage. Et quelqu'un peut actionner l'aiguillage et faire partir le wagon sur une autre voie où il n'y a qu'un seul ouvrier qui travaille. Et on demande à des gens, parce qu'on a fait des études, y compris avec IRM là-dessus, pensez-vous qu'il soit moralement admis d'actionner l'aiguillage? 90% pensent que c'est moralement permis, même si parce qu'il y aura un mort au lieu de 5. Changez légèrement le scénario, il y a de nouveau un wagon qui dévale le rail, 5 ouvriers, il n'y a pas d'aiguillage, mais il y a une passerelle au-dessus du pont. Et sur cette passerelle se trouve un très gros homme. Excuse-moi Vincent. C'est pas ad hominem. Et on peut, quelqu'un qui se trouve près de quelqu'un de mince, se trouve près de ce gros homme, et il se rend compte s'il pousse le gros homme va tomber sur la voie, il va être tué, mais ça va arrêter le wagon. Est-ce que c'est permis de pousser le gros homme? Eh bien, rassure-toi Vincent, 90% des gens pensent que c'est moralement interdit. Alors que c'est la même situation, semble-t-il.
Eh bien, si on donne de l'ocytocine aux personnes qui font cette expérience, ça augmente le nombre de gens qui pensent qu'il est interdit de pousser, parce qu'ils ne veulent pas faire du tort à autrui. Il y a plein d'autres jeux, notamment des jeux économiques, où on fait des transactions qui montrent le même effet. On peut diminuer l'aversion à causer un mal à autrui par certaines substances. Inversement, un taux élevé de testostérone diminue l'aversion à causer du mal à autrui. Donc voilà, il y a toutes sortes d'études, je n'ai pas le temps malheureusement d'entrer dans les détails, qui montrent que l'amélioration morale semble possible, mais alors évidemment les questions arrivent immédiatement, mais si vous vous améliorez moralement en prenant une substance, est-ce que c'est une amélioration morale ou c'est juste de l'ingénierie médicale? C'est un débat qui actuellement est mené et qui touche aussi le transhumanisme, puisque le transhumanisme veut nous proposer toutes sortes de dispositifs qui vont, entre guillemets, automatiquement nous rendre meilleurs. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'ai simplement essayé de vous poser quelques questions et de tracer quelques distinctions. Merci beaucoup, cher Bernard, pour cette belle conférence qui, quelque part, casse les idées reçues et cherche un petit peu à rééquilibrer les choses entre les tenants d'un transhumanisme caricatural, quasi caricatural, dont on a déjà parlé, et puis les bioconservateurs absolus. Et effectivement, quelque part, le mot transhumanisme pourrait faire peur, on pourrait très bien prendre une panique totale en entendant ce mot, mais tu as l'air de dire que finalement, nous sommes tous des transhumanistes modérés. Moi, je pense qu'il y a énormément de rhétorique dans le transhumanisme. Il y a beaucoup d'argent. Ça, c'est un autre problème. C'est clair que si on veut lever des fonds, l'exagération est quasi devenue un peu nécessaire, malheureusement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de rhétorique. Si on veut faire parler de soi, on est dans une société où, justement, il faut se faire remarquer, il faut être plus. Donc, il y a beaucoup de rhétorique. Mais si on regarde, à part, évidemment, certains discours un petit peu invraisemblables, même un petit peu eschatologiques, d'une société complètement nouvelle, etc. Je pense que... d'abord, on n'y arrivera pas demain. Si on prend évidemment l'état actuel et puis l'état qu'on estime dans 2000 ans, évidemment, d'abord, on a de la peine à imaginer. Et puis, on peut très facilement montrer que le hiatus sera tel qu'il y a de quoi faire peur. Mais les améliorations, d'abord, c'est ce qu'on cherche depuis longtemps. Puis, chaque fois qu'on tombe sur une amélioration, on l'utilise. Qui est une vraie amélioration, qui est considérée comme une amélioration par la majorité de la population. On l'utilise. Si on trouve un moyen, je ne sais pas moi, en avalant une pilule, évidemment, ça ne sera jamais si simple que ça, d'augmenter la longévité de 20 ans en bonne santé, j'aimerais bien savoir qui va refuser. À part ceux qui sont dépressifs chroniques au dernier degré, ou les disciples de David Ben Attar. David Ben Attar est un philosophe américain et israélien. Il est dans un des deux pays, qui a écrit un bouquin qui s'appelait « Il faudrait mieux ne jamais avoir existé ». Parce qu'il pense, c'est parce qu'on a un biais qu'on pense que la vie vaut la peine d'être vécue. Si vraiment on faisait un calcul précis des peines et des plaisirs, on penserait tous que ce serait mieux de jamais être né. Mais bon, ça c'est assez... Et il déclenche toujours les grands fous rires quand il soutient cette thèse, et lui-même d'ailleurs est toujours très bien en vie. Alors, il y a une question ici au premier rang. Merci. En fait, j'ai 2 questions et 2 remarques. Je vais essayer de faire très court. Concernant la première question, j'aurais tendance à penser personnellement que le transhumanisme, et j'aimerais votre avis, professeur dessus, n'est pas finalement une énième idéologie. Après d'autres idéologies qui ont marqué le XXe siècle, le capitalisme ou le libéralisme avec la main invisible du marché qui va tout résoudre économiquement et qui va rendre les gens heureux. Après le communisme dont on a vu aussi les effets matérialisés après presque un siècle dans certains pays de l'Est. Finalement, est-ce que le transhumanisme n'est pas une manifestation nouvelle d'une idéologie qui vise, comme les deux premières, à promettre un meilleur futur, le bonheur pour tous, un paradis terrestre, avec en plus l'incapacité de souffrir une contradiction possible. Parce que c'est tellement évident à croire que quelque part, pourquoi serait-on contre cette proposition? Donc, ma première question, c'est celle-là. N'est-ce pas plutôt une idéologie supplémentaire, nouvelle, peut-être encore plus excessive que les précédentes? Deuxième chose, vous avez tout à l'heure montré un extrait de Pic de la Mirandole positionnant l'homme entre la bête et l'ange.
Que pensez-vous de la phrase de Pascal, qui approximative, qui disait l'homme n'est ni ange ni bête, mais le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête, en référence à la première question. Troisièmement, j'essaie de faire rapide, vous avez montré un slide avec Thomas Muret, qui faisait une proposition, une argumentation, que j'ai envie de critiquer, parce que ça me semble être un sophisme, c'est-à-dire une alternative réductrice et caricaturale, dans la mesure où il parlait des deux chirurgiens, vous savez, l'un qui dit je vais aider mes patients en prenant un médicament, et le deuxième, non seulement je ne vais pas le prendre, mais en plus je vais prendre des outils du 19e siècle. Pourquoi ça me semble un argument illogique? Parce qu'il y a d'autres propositions possibles. On n'est pas réduit à cette alternative-là. À savoir, le chirurgien en question, qui est tremble des mains, peut dire je vais laisser mon bistouri et passer la main à un qui ne tremble plus, ou qui ne tremble pas. Donc on est dans une logique qui est fermée, c'est-à-dire qui amène à ne pas penser autrement que ce qui est proposé. Quatrième sujet, le dernier. Oui. Je vais oublier un peu. Bon, pour la dernière, oui. Pour la dernière, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, Thomas Muret n'était pas du tout favorable au transhumanisme, bien au contraire. C'est une manière, mais c'est une manière de... Parce qu'il y a, disons, la pression concernant les métiers porte notamment sur les chirurgiens aux États-Unis et sur les pilotes d'avion. Maintenant, à part cela, ce n'est pas tout à fait par hasard, parce que, par exemple, quand on a inventé les anesthésistes, l'anesthésie au fin du 19e, les anesthésistes sont opposés, les chirurgiens se sont opposés à l'anesthésie au début, parce qu'évidemment, ça changeait la donne. Avant l'anesthésie, il faut être rapide. Après l'anesthésie, on a le temps. Et donc, il y a une opposition. Donc, vous voyez, ce n'est pas tout à fait par hasard. Mais je suis d'accord avec vous, c'est un simple exemple. C'est pour montrer que, d'une certaine manière, on n'est pas forcément contre que les gens qui s'occupent des personnes qui nous sont chères s'améliorent, même si c'est par des moyens qui nous paraissent par ailleurs moralement problématiques. Bien, concernant l'aspiration vers le transhumanisme, oui, le transhumanisme nous promet une forme de bonheur comme toutes les... Je ne veux pas dire idéologie, parce que c'est un peu méprisant, mais comme tous les systèmes de pensée nous promettent le bonheur. Les religions, c'est la même chose. Voilà. Il n'y a pas de... Pourquoi? Parce que simplement, c'est le but de l'être humain, comme Aristote l'avait noté, comme j'ai essayé de le souligner ici. Donc voilà, mais c'est une nouvelle version. Alors évidemment, si on la lit au capitalisme, c'est vrai que la version américaine, elle est très ultralibérale, mais c'est la version américaine. Les transhumanistes français ne sont pas particulièrement des partisans de l'ultralibéralisme, ce qu'on appelle le libertarisme. Voilà, mais c'est une nouvelle version de nous promettre ce que nous désirons tous. C'est pourquoi pour certains c'est très attractif et d'autres pas du tout. Mais ça ne veut pas dire que c'est le bonheur qui n'est pas attractif. Alors là, c'est une question que je n'ai pas soulevée. Parce qu'on se rend compte que, notamment chez les bioconservateurs américains, qui sont très opposés au transhumanisme, ils sont en fait, c'est la question des moyens qui les gêne. C'est l'utilisation des moyens biotechnologiques qu'ils réprouvent, et ce n'est pas le but final, ni des moyens qui seraient, entre guillemets, naturels, parce qu'il faudrait voir ce que ça veut dire. Mais bon, c'est un débat dans lequel je n'ai pas voulu entrer, parce que je n'avais pas le temps. La deuxième question, j'ai déjà oublié. Ah oui, Pascal, qui veut faire l'ange fait la bête. Mais je crois que le contexte est extrêmement différent. Mais c'est vrai qu'il l'a dit, mais bon, on pourrait l'employer. Bon, Pascal n'est pas un auteur que j'apprécie personnellement beaucoup. Les jansénistes, ces sortes de calvinistes catholiques. Bon, moi, je viens de Genève et je ne suis pas calviniste, donc j'ai peut-être un biais, mais bon, je n'en dirai pas plus. C'est un grand écrivain, Pascal, j'entends. Mais bon, je n'arrive pas trop à m'identifier avec ce qu'il raconte. Et là, je pense que le contexte est tellement différent, c'est quand même le contexte moral en bonne partie, que ça m'apparaît difficile de faire un parallèle autre que, effectivement, c'est des phrases qui se ressemblent. Dernière très rapide. Le dernier sujet, la résolution médicamenteuse des problèmes moraux, on va dire, pour faire synthétique, me fait irrésistiblement passer à Stanley Kubrick et à Orange Mécanique, film dans lequel effectivement on traite un criminel en le radoucissant tellement qu'on en fait un mouton total, pour ceux qui ont vu le film. Et donc du coup, la question est derrière, mais personne ne peut y répondre encore. Qui sera en situation de pouvoir administrer de tels médicaments et pourquoi? Là, vous soulevez un problème effectivement très important, c'est qu'effectivement, mais c'est un peu ce que j'ai voulu dire aussi à la fin, est-ce que c'est vraiment une amélioration morale? Mais pensez à des pratiques comme... Bon, alors c'est pas autorisé dans tous les pays, mais pour les criminels sexuels, on leur offre la possibilité de sortir de prison en subissant une castration chimique. On n'est pas loin, hein. Sauf que c'est un crime, là. C'est pas une question de moralité au sens large du terme. Donc, ce sont des
ce sont des attitudes qui nous tentent et sur lesquelles il faut réfléchir, effectivement. Merci pour cette conférence remarquable. Finalement, tu nous dis qu'on est tous des transhumanistes parce que nous avons utilisé des moyens pour nous améliorer. Mais c'est le passage à la limite des biotechnologies qui vient poser problème. Prendre des médicaments pour se soigner, qui hésiterait à le faire? Même modifier le génome d'un individu qui a une maladie génétique, qui hésiterait à le faire? Mais modifier le génome germinal, est-ce que tu ne vois pas là une ligne jaune, c'est-à-dire modifier et sortir de la sacralité du génome humain? Et je voulais t'entendre sur, est-ce que tu penses que quelque part il y a une sacralité du génome qui s'est modifiée au fil des millénaires, mais tout seul? Est-ce qu'on a le droit d'accélérer ces modifications en changeant chez certains individus des traits génétiques qui vont être transmis aux enfants et donc en créant une nouvelle forme de race humaine qui serait une race humaine modifiée? Est-ce que tu ne vois pas là quelque chose qui serait de l'ordre d'une transgression absolue? Alors, je vais répondre en deux temps. La première, c'est que pour améliorer, je prends le terme, l'espèce humaine au niveau génétique, la manière la plus simple, quand on en connaîtra plus sur le génome, ce sera d'éliminer les individus qui ne sont pas au niveau. Les Chinois ont déjà bien commencé dans leur recherche des gènes du QI, etc., d'aller dans ce domaine-là. Donc là, la modification n'est pas intentionnelle, mais on va plutôt utiliser notre connaissance pour écarter ceux qui n'ont pas un génome optimal. Non. Voilà, donc il n'y a pas besoin, à la limite, de la thérapie génique. Thérapie, c'est plus de la thérapie, de l'ingénierie génique germinale. La question de la sacralité du génome. Moi, je pense que... Alors, je réponds d'abord sur le principe. Moi, je pense que le génome n'a rien de sacré. C'est quelque chose qui évolue, c'est un élément naturel. Ce qui est... D'ailleurs, j'aime pas beaucoup parler de termes de sacré, mais si on veut lier quelque chose, disons, à la dignité de l'être humain, utilisons ce concept, je pense que c'est notre capacité, en gros, nos capacités rationnelles, c'est-à-dire c'est le concept de personne qui l'exprime et pas le concept d'être humain. D'ailleurs, c'est intéressant, si vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 1, tous les hommes naissent libres et égaux en égalité, en dignité, en droit, point. Ils sont doués de raison et de conscience. C'est exactement la définition de la personne, hein, qui intervient ici. Alors bon, je ne vais pas épiloguer parce que ça pose plein de questions relativement difficiles. Pourquoi ce point n'est pas un connecteur? Mais l'idée que ce qui fait la valeur de l'être humain, ce sont ses capacités rationnelles, il faut l'entendre ça au sens large, c'est-à-dire dans le fond tout ce que a produit la civilisation humaine, à mon avis, c'est ça qu'il faut préserver, cette capacité-là. Elle est accidentellement liée à notre génome. Mais si on débarquait sur... on a parlé du droit des Martiens, mais disons allons un peu plus loin parce qu'il n'y a personne sur Mars. Mais si on découvrait des extraterrestres qui n'auraient pas le génome humain, mais qui auraient une civilisation comme la nôtre, il n'y a aucune raison de ne pas les traiter comme des êtres humains. Voilà. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est ce que l'on fait de ce que l'on est. Et le fait que ça repose chez nous sur un certain nombre de chromosomes qui ont évolué est, à mon sens, contingent et donc n'est pas sacré. Cela dit, on en sait tellement peu et c'est tellement risqué effectivement d'intervenir sur le génome germinal que je pense qu'en tout cas pour l'instant et pour un certain nombre d'années, on a tout à fait raison d'interdire la modification germinale du génome, même avec CRISPR-Cas9 qui a fait faire de grands progrès, mais enfin on n'y est pas encore, parce que effectivement les erreurs que l'on fait pourraient se reproduire. Mais c'est pas, moi je ne pense pas que c'est sacré, donc il n'y a pas, à mon point de vue, une interdiction de principe. C'est simplement que dans l'état actuel des choses, il ne faut pas le faire pour des raisons conséquentialistes. Certains disent utilitaristes, mais le terme est souvent mal compris. Je préfère dire en fonction des conséquences délétères que cela pourrait avoir. Voilà quelle est ma réponse. Mais, donc sur le point, moi je pense que c'est la notion de personne qui compte et je suis fondamentalement, même peut-être pas d'accord avec le style, mais avec des positions d'Engelhardt. Je voudrais, s'il vous plaît, revenir sur le tout début de la présentation et le transhumanisme modéré. C'est pas la peine de remettre la diapositive. Je ne sais pas pourquoi c'est ça. Où on arrive à ce qu'on peut qualifier d'idéologie, malgré tout, qui est le fait d'atteindre le bonheur. Et surtout de gommer toutes les parties nocives, nauséabondes et désagréables de l'existence. Et vous posez tout à la fin la question de savoir ce qu'est le bonheur.
Mais le bonheur, là, vous l'avez défini de manière extrêmement plurielle, en disant que, en reprenant Aristote et en disant que ça n'était pas le même pour chacun. Et si vous gommez la référence de l'imparfait et que vous allez vers la perfection n'existe pas. Donc le transhumanisme en lui-même devient alors une supercherie. Qu'est la supercherie? Vous allez tous atteindre le bonheur, mais vous n'allez plus avoir de référence. Comme Xavier Bioy nous disait tout à l'heure, il y a les indignes pour pouvoir fixer les dignes, ou les dignes pour pouvoir fixer les indignes. En perdant la référence, on perd la valeur du but à atteindre. Donc en ce sens, le transhumanisme ne représente pas grand-chose de plus, sinon lorsque vous l'avez placé dans une évolution éventuellement lente, future, ultérieure, en fonction des progrès, en fonction des tendances, en fonction des changements de notre attitude d'homme progressivement amélioré au cours des 2 ou 3 ou 4 ou 10 millénaires qui vont suivre. Et encore, on n'aura pas le temps d'évoluer. Mais Probablement. est-ce que c'est pas là la véritable supercherie? C'est de rentrer dans un dogme, on va améliorer les choses. Alors, je vous donne en tout cas en partie raison. Et c'est vrai que, mais je pense qu'il y a essentiellement de nouveau un effet de la mauvaise rhétorique de certains. Parce que bon, Bostrom vous annonce, c'est un modéré Bostrom encore par rapport à d'autres. Bostrom vous annonce effectivement une ère post-darwinienne, etc. Ça, c'est des gesticulations mentales pour une bonne partie. Parce que quand on regarde ce qu'il prend, quand il regarde, on prend dans le détail, tout ce qu'il dit contre quoi il faut lutter, c'est des choses contre lesquelles nous luttons déjà. Hein. Alors, bien sûr, bon, il a une conception du bonheur comme bien-être, comme humeur, enfin, pas de saute d'humeur, pas de grand malheur, etc. C'est des choses contre lesquelles nous luttons déjà. Nous essayons d'éviter les syndromes de stress post-traumatique, etc., etc. Donc, il n'y a rien de bien nouveau. La différence, je pense, sur ce plan-là, si on reste dans le domaine des modérés, c'est qu'ils pensent que le progrès, c'est des gens qui sont, et moi aussi d'ailleurs de ce côté-là, qui sont des optimistes par rapport au progrès médical et technique. Ce qu'ils pensent, et ce que j'espère aussi moi, c'est que le progrès de nos connaissances et de nos techniques et de la médecine va nous permettre d'obtenir des moyens plus efficaces que ceux qu'on a maintenant pour atteindre les buts que l'on a déjà maintenant. Pour le reste, bon, évidemment, certains vont beaucoup plus loin. Encore une fois, ils pensent à la vision nocturne et des choses de ce genre-là. Alors effectivement, au couplage homme-machine, mais prenez même là, bon, c'est encore un autre chapitre, mais les exosquelettes, il n'y a rien de bien mystérieux. Avoir un exosquelette pour pouvoir soulever, je ne sais pas moi, des sacs de béton, que je n'arrive pas à faire maintenant, mais qui serait contre? Est-ce qu'on utilise des élévateurs pour ça? Où serait le problème d'avoir de cette manière-là une aide? Ce ne serait pas différent d'un ordinateur, même d'un agenda. Hein. Qui pourrait se priver de son ordinateur et de son agenda actuellement? Ce sont des choses qui ont amélioré nos capacités mentales. Certes, c'est extérieur au corps humain, et quand on parle d'incorporer la même chose au corps humain, on a des réticences, là, parce qu'il y a des représentations de l'être humain et de la frontière du corps qui entrent en ligne de compte. Mais, alors, je suis d'accord avec vous pour dire à partir de là, effectivement, il y a un côté de supercherie dans le transhumanisme, c'est que d'une certaine manière, si on les prend au sérieux, il n'y a rien de nouveau, et si on écoute leurs élucubrations, c'est pas très intéressant. Et si je peux me permettre une remarque sur Hermann Müller que vous avez cité, c'est à la fin du même ouvrage, un de ses buts précis en biologie est de libérer la femme des affres de la grossesse et de l'accouchement en fabriquant les enfants dans des incubateurs hors du corps. Donc il est allé beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il est allé vraiment vers le post-humanisme. Oui, mais l'élimination de la douleur de l'accouchement, on a réussi. Enfin, bien sûr, maintenant, il semble y avoir un mouvement de retour contre la péridurale, mais bon, mais effectivement, on n'est pas encore réussi à faire la grossesse extra-utérine. Est-ce que c'est désirable ou pas? Je pense que les psychanalystes ne seraient pas très contents, mais j'entends, c'est pas pour demain non plus. Mais on est en train de progresser, on arrive à faire se développer des embryons pendant quelques jours et les réimplanter. J'entends, on progresse ici, mais la science, il y a quelques grandes révolutions scientifiques qui sont d'ailleurs des révolutions conceptuelles, hein, mais à part ça, la science progresse pas à pas. Et mais moi, je pense que dans le fond, je pense que le message transhumaniste à retenir, c'est que on peut quand même espérer que la science, pas seulement la science, mais qui a amélioré notre vie depuis 2-3 siècles, va continuer à le faire. Oui,
peut-être une question plus terre à terre, mais qui me semble importante. Je comprends la philosophie du transhumanisme, où on va passer finalement de la chance au choix. Mais ma question, c'est qui le on? C'est-à-dire qui est-ce qui va décider, qu'est-ce qui va être bon et vers quoi on va s'orienter? Bon, alors, évidemment, c'est difficile. On imagine souvent, bien entendu, des systèmes politiques, d'ailleurs en général totalitaires, dans ces pays-là. Nous sommes dans des démocraties, ce sont les citoyens qui vont décider si on va autoriser, par exemple, maintenant avec CRISPR-Cas9, va se poser la question, pas demain, mais pour après-demain, de la thérapie génique germinale. Thérapie, j'entends, hein, il s'agira de soigner, pour l'instant pas d'augmenter, mais on va décider. Alors, selon les pays, on va décider, ça va être le gouvernement, ou ça va être le peuple, ça va être variable. Moi, je pense que, bon, je n'ai pas parlé du côté politique, mais une des conditions importantes pour que les choses se passent pas trop mal, c'est qu'on soit dans un régime démocratique, c'est clair. C'est pour ça que le régime chinois il fait quand même un peu froid dans le dos. Ouais. Merci beaucoup, merci cher Bernard.